Alors, je suis très heureuse de pouvoir inaugurer cette semaine de conférence avec une conférence qui donne la parole et invite des gens qui ont écrit des livres ou qui ont travaillé sur une bande dessinée pour parler d'un sujet important ou qui ont travaillé sur un projet photographique depuis un petit moment déjà, ou encore qui ont le projet de faire un film sur le sujet, donc, qui nous rassemble un peu tous ce soir, c'est-à-dire l'infertilité, le don de gamètes, le recours à l'assistance médicale à la procréation, les fausses couches aussi. Et en tous les cas, dans le cadre de cette semaine de sensibilisation à l'infertilité, c'est la 7e édition. Et dès les premières éditions, on a toujours invité des gens qui ont écrit des livres, fait un travail un peu créatif autour du sujet infertilité, AMP. Et donc pour nous, c'est très important, ça l'a toujours été, de pouvoir parler autrement d'infertilité. Et donc, pour parler autrement d'infertilité ce soir, on a invité plusieurs personnes. Donc, on va faire un petit tour de table pour que chacun puisse se présenter. Je ne me suis moi-même pas présentée. Donc, moi, je suis Virginie Rigaud et j'ai créé l'association collective BAMP il y a 8 ans maintenant, en 2013, après un parcours d'AMP. Donc là, il y a ma collègue bénévole Marie-Alix. Je peux te présenter. Bonjour à tous, donc je suis Marie-Alix Deveau, je suis bénévole donc, pour le collectif BAMP. J'ai rejoint l'association il y a 1 an maintenant, après un parcours AMP aussi de mon côté, et j'ai pour objectif et à cœur avec BAMP de faire un peu changer les choses, et notamment la manière dont on perçoit les personnes infertiles et dont les personnes qui vivent aussi leur parcours AMP se perçoivent à travers le vécu social et culturel qu'elles peuvent avoir et à travers les représentations qui sont faites dans notre société des couples qui sont en parcours et qui sont sans enfants. Voilà. Et donc ce soir, je vais m'occuper donc du chat. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous souhaitez intervenir. Quand les conférenciers se seront tous présentés et qu'on aura un moment d'échange, eh bien je reprendrai vos questions et donc je poserai les questions en votre nom à l'ensemble des conférenciers. Donc n'hésitez pas, je veille vos questions sur le chat. Alors ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est la première, donc je suis un peu émue et je fais des choses. C'est que cette année, on a le soutien de Gédéon Richter, qui nous permet d'avoir un support technique de meilleure qualité, donc qui est réalisé par la société Com & Co. Et ces webinaires donc, vont être enregistrés et seront disponibles en replay pour nos adhérents. Donc voilà. Alors, ce soir, dans les invités qu'on a, on va commencer par Salomé Berlioux. Donc, on fait un ordre chronologique. Alors, Salomé, donc toi, tu as publié récemment un livre qui s'appelle La peau des pêches. Et je te laisse te présenter et puis nous présenter un peu le thème de ton livre. Super, merci beaucoup Virginie. Merci au collectif de m'avoir invitée. Moi aussi, je suis assez émue d'être là et j'espère que la contribution autour de la peau des pêches vous donnera évidemment envie de lire le livre, mais surtout pourra, comme cela a été dit, participer un peu à la déconstruction de certains clichés, tabous, de certaines représentations autour de l'infertilité, puisque c'est quand même trop souvent le cas. Alors, pour être très concrète, quand mon compagnon et moi, nous sommes tombés dans un parcours d'AMP, parce que je pense qu'on peut utiliser le terme « tomber », on pourrait aussi utiliser des images comme avoir le sentiment qu'un camion nous est passé dessus quand on apprend qu'on n'arrivera pas à avoir d'enfant naturellement, ou plein d'autres métaphores ou comparaisons de ce type. Mais en tout cas, donc, c'était il y a 4 ou 5 ans à peu près. Et très très vite, on s'est dit ensemble d'ailleurs qu'on avait envie d'écrire un livre sur le sujet, plutôt un roman. Et on a imaginé à un moment donné même l'écrire à 2 voix, avec une alternance entre un chapitre avec la voix de l'homme et un chapitre avec la voix de la femme.
Et puis, on était tous les deux pris par nos vies professionnelles, par la FIV, enfin l'AMP qui s'est vite transformée en parcours de fécondation in vitro ICSI pour nous. Pendant plusieurs années donc, et finalement on n'a pas choisi de l'écrire à deux, mais on en a beaucoup parlé ensemble, on a beaucoup échangé sur ce qu'on aurait envie de mettre dans ce roman, la part de fiction, la part de réalité, et en fait tout au long du parcours, des mois, des échecs, des rencontres avec des médecins, des confrontations avec des amis, de fausses couches précoces, de tout ce qui pouvait se passer. On ne cessait de se dire, alors ça, il faudrait vraiment que ce soit dans un livre, mais ça, c'est pas possible. Enfin, la réalité dépasse la fiction, il faudrait l'écrire, ou telle réaction face à nous. Non, mais ça, c'est incroyable, il faut le dire, c'est pas possible. Et donc, ça a vraiment rythmé les premières années du parcours, avec les différentes émotions ou les différentes, motivations qu'on traverse tous, je pense, quand on est dans ce type de parcours et qui vont de l'incompréhension à la colère, l'indignation, la tristesse, l'espoir aussi à certains moments, la perte d'espoir à d'autres, la solitude, la volonté, la perte de volonté encore à d'autres moments. Et en fait, pour quelqu'un qui aime lire et qui aime écrire, je me rendais bien compte que tous ces rouages-là étaient des rouages qui étaient aussi potentiellement des rouages littéraires. Et donc, j'ai commencé à écrire un peu comme ça, quelques pages par-ci par-là, des chapitres, des débuts, des rencontres, des descriptions. Et sans m'en rendre compte, à un moment donné, j'ai eu 50 ou 60 pages de manuscrits que je suis allée présenter à un éditeur qui, par la force des choses, était assez intéressé par le sujet. Lui-même y était assez sensible. Il ne le découvrait pas, on va dire. C'était d'ailleurs le moment où, et je pense que ça c'est pareil, ça doit trouver un écho chez certains d'entre vous, mais ce moment où en fait on a l'impression qu'à chaque fois qu'on accepte de parler de l'AMP, on tombe toujours sur des gens qui nous disent « Ah mais moi aussi, moi aussi » ou « ma sœur » ou « je suis née comme ça » ou mon voisin ou ma meilleure amie. Et donc, j'étais en plein là-dedans. Donc, c'est vrai que c'était un motif de plus par rapport à l'écriture de voir cette espèce de paradoxe inouï de comment est-il possible qu'on se sente si seul alors qu'on est si nombreux dans cette situation. Donc ça m'indignait vraiment. Enfin, ça me donnait même envie de me taper la tête contre les murs. Donc, j'ai préféré écrire. Ce qui n'excluait pas à certains moments de se taper vaguement la tête contre les murs, mais les deux étaient possibles. Et donc, cet éditeur a lu les 60 premières pages et m'a fait cette remarque qui m'a vraiment lancée dans l'écriture de La peau des pêches, qui était de me dire, vous vous cachez trop derrière la littérature pour l'instant. C'est-à-dire que vous avez effectivement écrit un roman et moi, j'ai besoin que vous écriviez un récit littéraire. J'ai besoin que vous partiez du très, très particulier, du très singulier, du très personnel, du très intime, c'est-à-dire votre histoire. Et c'est ça qui va permettre de toucher à l'universel. Mais en gros, on s'en fiche de ce qui est arrivé à votre ami imaginaire ou à un personnage de roman. Pour que ça touche vraiment les lectrices et les lecteurs, il faut qu'on entende votre voix. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas flouter certaines choses, que vous n'allez pas protéger certaines personnes si vous le souhaitez. Mais en revanche, il faut qu'il y ait une colonne vertébrale, un flux, un élan qui soit vraiment vous, Salomé. Ce qui ne donnait pas très, très envie et ce qui, en même temps, ensuite, m'a vraiment guidée dans l'écriture. C'est-à-dire, à partir de là, quelque part, la chronologie était facile, la construction des chapitres était facile. Il fallait plutôt gommer que rajouter, notamment pour faire en sorte que ce ne soit pas aussi répétitif que ça l'est dans la vie, puisque une des violences du parcours, je trouve, c'est ce côté, justement, on y retourne chaque mois. Ça ressemble toujours à peu près à la même chose, à quelques nuances près, et tout ça n'est pas forcément très marrant à lire pour un lecteur lambda, mais je voulais absolument embarquer avec moi dans la lecture aussi bien des femmes et des hommes qui traversaient ça que leurs proches. Et je dois dire que c'est une des choses qui me touche et qui me fait peut-être le plus plaisir aussi, c'est quand on m'écrit en me disant « J'ai envoyé ce livre à ma mère pour qu'elle comprenne ce qu'on traverse, mon mari et moi, ou ma femme et moi, ou je l'ai donné à ma sœur, ou alors ma sœur me l'a donné après l'avoir lu pour me dire « Ça y est, enfin, je comprends ». Donc, je voulais rendre ça intelligible pour des gens qui ne savent pas ce que c'est
la Fivixie, le don d'ovocytes, qui ne savent pas ce que c'est une ponction. Il fallait à la fois, je souhaitais que ce soit assez technique pour le décrire et en même temps toujours assez littéraire parce que c'est ma façon de faire et que j'étais assez convaincue que c'était comme ça que les messages pouvaient passer. Et donc, ça a donné lieu à La peau des pêches, qui est l'histoire de Diane et d'Aurélien. Peu ou prou l'histoire de mon compagnon et de moi, mais en revanche, je trouvais ça important. Les deux étaient possibles, c'est-à-dire, si vous voulez, pour moi, c'était à la fois dire la vérité, être vraiment très sincère, très authentique, très proche du réel, et en même temps, en tant que lectrice, ce que j'adore, c'est pouvoir projeter à peu près qui je veux sur les personnages d'un livre. Donc, j'avais pas envie qu'elle s'appelle Salomé, qui s'appelle Erki. J'avais envie de quelque chose d'un peu plus subtil que ça et que le lecteur ou la lectrice puisse aussi s'imaginer dans le personnage sans forcément y mettre mes traits. Ça n'aurait pas eu grand intérêt. Donc voilà, Diane et Aurélien qui se rencontrent, qui tombent extrêmement amoureux. Lui a déjà une petite fille d'un premier mariage. Ils habitent très vite ensemble. Ils décident d'avoir des enfants et les enfants ne viennent pas. Et les années passent et ils se retrouvent pris dans les méandre de l'AMP et ça dure, et il y a plusieurs médecins, plusieurs étapes, plusieurs rencontres, plusieurs échecs, et quand je dis plusieurs, c'est sans doute plus d'une vingtaine d'échecs en définitive, des moments d'espoir, des moments de doute, les relations avec les parents, les beaux-parents, les amis, le temps qui passe, le travail. Voilà, j'ai essayé que ça brasse un petit peu tout ça, et le livre est apparu en mars dernier. Et après, je vais laisser la parole aux autres, mais c'est pour faire le petit tour peut-être juste sur la réception du livre. C'était forcément un moment, et j'imagine que les personnes qui sont là et qui sont dans une logique de créativité par rapport à ce sujet connaissent ou vont connaître ou ont connu ça. Un moment assez fou parce que on se dit quand même qu'on va se mettre... que c'est rare de se mettre autant à nu au sens littéral du terme devant potentiellement des milliers de gens. C'est pas totalement intuitif, surtout quand on est assez pudique. Mais je sais pas, je trouvais ça tellement important de le faire que ça m'a pas vraiment mise mal à l'aise. Et qu'à partir du moment où les journalistes ont commencé à me poser des questions, parce que la réception du livre a été assez bonne, il y a eu des interviews à la télé, à la radio, dans la presse écrite, je trouvais que quitte à y aller, il fallait y aller à fond et que j'allais pas faire tout à coup preuve de fausse pudeur, me cacher derrière mon petit doigt. Enfin voilà, il fallait raconter les choses, il fallait donner des chiffres, il fallait donner des exemples, il fallait parler de nous tous et de nous toutes dans cette situation. Et j'ai trouvé qu'il y avait à la fois une très très bonne réception en fait côté société civile. Comme toujours, quand un sujet est un sujet tabou, c'est la société civile qui s'organise. Ce sont en fait les patients, les anciens patients qui prennent la dynamique en cours et qui décident de relayer, de lire, de commenter. Donc j'ai reçu, je sais pas, enfin peut-être pas des milliers, mais bien plusieurs centaines de témoignages dans la foulée. J'essaie de répondre à toutes et à tous. C'est pas facile, mais je veux absolument le faire au final. Et ce qui me frappait, c'était à quel point est-ce qu'en fait tout le monde racontait la même histoire et tout le monde utilisait les mêmes mots pour commenter ce livre. Enfin, quand je dis tout le monde, je veux dire tous ceux qui connaissaient ou avaient connu ce sujet-là. Donc ça, c'était assez satisfaisant en tant que, évidemment, personne qui l'avait écrit. Enfin, satisfaisant, le mot est faible, bouleversant. Enfin, au début, je pleurais systématiquement à chaque fois que je recevais un témoignage, tellement c'était fort, en fait, de se rendre compte que les mots pouvaient à ce point-là... vouloir dire exactement la même chose pour des milliers de personnes. Ça reste, je pense pas que ça fasse ça pour tous les romans ou tous les récits, mais en tout cas pour ce sujet-là, manifestement, ça appuyait exactement au bon endroit. Donc, et j'avais essayé d'écrire le livre que j'aurais voulu lire moi quand je suis tombée là-dedans. Donc, c'est pas totalement surprenant non plus que ça ait eu cet écho-là. En revanche, côté presse, notamment un peu institutionnel, il y avait des résistances aussi que j'ai trouvées très intéressantes, dont on a eu l'occasion de parler avec Virginie Rio avant l'été. Mais voilà, je voyais bien qu'il y avait des résistances à comprendre l'importance du sujet, à comprendre l'ampleur du sujet, avec des journalistes qui laissaient un petit peu entendre que oui, bon, des couples hétérosexuels qui galèrent pour avoir des enfants, il n'y a pas non plus de quoi en faire un livre ou en parler, que c'était peut-être pas très sexy, voire pas très intéressant, en tout cas pas très dans l'air du temps.
Bon, petit à petit, quand même, je vois une vraie évolution déjà depuis le mois de mars dernier et aujourd'hui. Mais voilà, c'était ça le contexte de la sortie du livre. Et ça ne donnera pas lieu, contrairement à ce que les gens me disent parfois, à un tome 2, parce que c'était important pour moi de tourner aussi cette page-là grâce à l'écriture. Mais en tout cas, je trouve intéressant par rapport à la création de voir qu'on peut se plonger dans un texte comme celui-ci, le faire autant pour soi que pour les autres, sans pour autant que ce soit une libération. C'est-à-dire, je serais intéressée de savoir quels sont les avis de ceux qui ont eu justement d'autres actions de création autour du sujet. Mais moi, je ne peux pas dire non plus que j'ai été soulagée en le faisant. Le matin, quand je me levais très tôt pour l'écrire, je ne me sentais pas mieux. Et quand il a paru, certaines personnes m'ont dit « Oui, tu vas voir, ça va être une espèce d'accouchement spirituel pour toi. » Non, non, pas du tout. Ou alors à un niveau très inconscient, mais c'était dur à faire, c'était dur à porter, et la violence du sujet reste là de toute façon. Donc voilà. Mais ce qui est le plus bouleversant et le plus important et qui continue à vraiment me porter aujourd'hui, ce sont tous les témoignages que j'ai la chance de recevoir depuis. Voilà pour La peau des pêches. Merci, mais c'est vrai que moi, pour l'avoir lu et pour avoir des grands-enfants qui ont 9 ans, donc le parcours PMA est loin, l'émotion était pareille, quoi. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est pas Salomé, mais moi je l'ai vraiment lu dans une perspective c'est universel. Il y a quelque chose d'universel qui est raconté sur ce que vivent les gens en parcours d'AMP quand les parcours s'enchaînent et s'allongent dans le temps. Mais en tous les cas, voilà, c'est cet aspect très universel et l'émotion brute quand tu relis des trucs, tu te dis « Ah oui, c'était ça » et tu revis l'émotion en direct. Donc, merci pour ce livre qui est très, très, très fort et très, très bien écrit et très intéressant. Merci. Est-ce que... Alors, on va passer à Guillaume Bourg. Donc, je te laisse te présenter et présenter ton projet, parce que là, on est plus sur une phase de quelque chose qui est en projet et qui n'est pas encore... Exactement, oui. Excusez-moi, je suis un peu fatigué en fait parce qu'on travaille beaucoup et j'ai un petit bébé qui dort à côté en plus, donc voilà. Alors, pour faire simple, effectivement, moi, on prépare un film en fait, donc il n'est pas tourné encore. Mon parcours, en fait, j'ai fait... entre 2011 et 2016, j'ai fait donc 5 à 6 ans de FIV. J'ai fait 7 FIV avec mon ex-compagne qui se sont soldés par que des échecs. On a fait ça en hôpital public, privé. La cause d'infertilité, c'était mon ex-compagne en fait qui avait... bon, on peut rentrer dans les détails de toute façon dans l'intimité. Qui a eu des ablations, en fait 2 ablations de ses trompes. Et donc, on était obligés de passer par une fécondation in vitro. Voilà, donc ça a échoué pour différentes raisons, je vais pas rentrer dedans. Mais donc en fait, moi, je réalise des films depuis 20 ans maintenant. Donc j'ai fait des courts-métrages il y a plus de 15 ans, j'ai fait des pubs, des documentaires, j'ai bossé pour France Télévisions, pour la télé, pour le cinéma, enfin voilà. Et 1 an après, en 2017, donc quand on a décidé d'arrêter les FIV, j'ai jamais écrit sur quelque chose de personnel, sur un sujet que j'ai vécu. J'ai toujours travaillé sur des sujets qui m'intéressaient, me passionnaient, mais voilà. Et donc je me suis dit, là, effectivement, comme l'a très bien décrit Salomé, en fait, je connaissais pas forcément des personnes proches de moi qui avaient vécu ça. Je me sentais un peu seul, en fait, dans tout ça. Effectivement, je ne savais pas, j'en parlais pas à mon entourage. C'était pas tabou, mais on n'en parlait pas. Et tout ce qui nous touchait dans l'intime, dans notre couple, on n'en parlait pas. Donc c'était comme ça, c'était normal. Et bon, voilà. Et on avançait, on approchait la quarantaine et tout le monde avait des enfants, sauf nous. Donc voilà, et je me suis dit effectivement que c'est un sujet important, très important, existentiel. Voilà, on se pose énormément de questions. Pourquoi nous ? Pourquoi on n'y arrive pas ? Pourquoi ça nous tombe dessus ? C'était un peu comme
effectivement, c'est pas une maladie, mais il y a une certaine souffrance, une détresse, et on a envie, surtout quand on a ce désir de parentalité. Moi, j'avais un désir très fort de paternité et qui ne venait pas, donc c'était très très difficile, lié à mon métier qui est aussi très difficile. Donc pour aboutir les projets, tout ça, j'avais l'impression de mener un double combat dans ma vie et j'arrivais pas à trouver ma place, quoi, là-dedans. Juste pour préciser qu'avec mon ex-compagne, on est aujourd'hui très très proches toujours. On s'est pas séparés à cause de ça, mais on s'est séparés parce que je pense qu'on est arrivé au bout de notre histoire et qu'on avait besoin de faire un stop. Voilà. Donc effectivement, en 2017, j'ai commencé à écrire dessus. J'avoue que c'est difficile, c'est très difficile d'écrire une fiction sur quelque chose qui nous est propre, intime, parce qu'il faut, quand on fait une fiction, évidemment, on raconte la vie d'autres personnages et il faut, je pense, se libérer et prendre beaucoup de distance par rapport à sa propre histoire pour raconter une histoire universelle, justement, qui touche tout le monde, en fait. Ouais. Et même si j'ai l'impression que toutes les histoires se ressemblent un petit peu, mais c'est ça l'enjeu, en fait, dans la création, je crois, c'est trouver l'universalité du propos pour toucher un maximum de gens, en fait, et qu'on s'y retrouve. Donc voilà, donc aujourd'hui, on a eu les 2 ans de Covid là qui nous ont mis en stand-by total. Donc en fait, on était là où on est maintenant. On devait le lancer 6 mois avant le Covid, donc tout s'est arrêté. Donc on a perdu beaucoup de temps. On a relancé la machine. Je précise que c'est un film de 25 minutes. Ce n'est pas un long métrage. Ça reste un court métrage qui fait quand même 25 minutes, mais que derrière, pour moi, puisque juste pour préciser, dans mon parcours professionnel, je viens plus du documentaire et de la publicité. Donc, pour envisager de faire des projets plus longs en fiction, il faut repasser par la case court-métrage. Donc, voilà pourquoi j'ai décidé de faire déjà un film de 25 minutes. Et ensuite, j'ai quand même un projet de long-métrage qui est totalement différent, qui ne raconte pas le processus d'une fécondation in vitro d'une PMA, mais qui est plus une traversée de l'Europe et qui est... Enfin bon, pour l'instant, c'est embryonnaire, mais derrière, il y a l'idée d'un projet beaucoup plus long et beaucoup plus ambitieux. Et voilà. Donc, là, le projet actuel, je vais juste partager l'affiche. Oui. Comme ça, les gens vont... Et je te laisse. Alors oui, c'est un visuel, hein, c'est pas forcément une affiche. Oui, c'est un visuel, voilà. En fait, on a créé un crowdfunding, voilà. Donc, dans le financement du cinéma classique, il y a tout le financement du CNC, des prêts à Châtelet, des régions, tout ça. Et donc, on a décidé de lancer un crowdfunding, en fait, pour fédérer autour du projet, pour présenter le projet. Et à travers cette préparation, je réalise, en fait, des petits portraits de différentes personnes, de biologistes, de médecins, d'anciennes patients, aussi d'hommes politiques, puisqu'on a fait Jean-Louis Touraine qui nous a accordé un entretien. Et on a, en fin novembre, un entretien avec le professeur Friedman. Voilà, ce qui moi me permet juste d'approfondir et de voir un peu la résonance que peut avoir l'histoire que je raconte et l'impact du cinéma, justement le véhicule du cinéma, à travers la parole des politiques ou des médecins, qui est très pragmatique. Et je veux en venir justement à la création, et que ce soit la littérature ou le cinéma, pour moi, est un véhicule très très important pour faire passer justement l'émotion et le bouleversement que les êtres humains vivent à travers ce parcours, que la parole médicale ou politique ne peut pas du tout faire passer. Voilà. Et d'ailleurs, ils me le disent aussi, hein, il y a une attente très forte aussi de films pour raconter ça, comme il y a eu des films comme La guerre est déclarée, ou des films comme ça qui sont assez puissants en fait, et qui montrent voilà ce qu'on peut ressentir quand on fait ça, quoi. Voilà. Donc voilà, donc pourquoi il s'appelle Précieuse? Parce que juste je finis là-dessus. Pourquoi il s'appelle Précieuse? Parce que moi, quand j'ai fait mes FIV, une infirmière m'a dit justement que ce type de grossesse, quand il y a une infertilité très forte, on sait que le taux de réussite est très très faible. Et qu'elles m'ont dit, voilà, c'était des grossesses qu'elles appelaient, elles, précieuses. Et j'ai trouvé ça assez beau, justement, où maintenant, en plus, je suis papa, donc j'ai découvert
Ça, en plus, ça s'est passé avec une autre compagne, enfin ma compagne actuelle, de manière totalement, comment dire, c'était pas prévu du tout. Et donc, j'ai mesuré, moi, sur une attente de presque 10 ans, et après, ça s'est passé, mais comme ça, quoi, que la vie est tellement fragile et précieuse, et qu'en fait, c'est vraiment, enfin bon, voilà, ça renvoie à des choses un peu métaphysiques ou existentielles qui sont assez folles, en fait. Donc voilà pourquoi j'ai voulu appeler ce film Précieuse, voilà. Et est-ce que, comme Salomé, quand elle est allée présenter son livre auprès des éditeurs, est-ce que justement sur un projet comme ça, est-ce que tu trouves que c'est difficile de trouver des gens prêts à financer parce que c'est difficile dans le cinéma en général, ou parce que le sujet leur fait peur, ou Alors, je pense que le sujet ne fait pas peur. Je pense que non, je crois que justement aujourd'hui, non, je crois que c'est plutôt bien reçu. Par contre, la difficulté, pour moi, la grosse difficulté, c'est l'écriture. C'est-à-dire c'est là où je me confronte à beaucoup de remises en question, beaucoup de réflexions sur mon sujet, sur comment je veux traiter les personnages et mon traitement cinématographique, parce qu'en fait, ce qu'on me dit souvent, c'est comme Salomé, en fait. J'ai voulu, moi, injecter beaucoup de réalisme, beaucoup de choses un peu pointues, médicales, que j'ai vécues et que je trouve essentielles. Et en fait, je me rends compte que peut-être c'est pas important, en fait, et qu'il faut vraiment, en tout cas dans la fiction, qu'il faut peut-être laisser un peu de côté la partie médicale, le côté un peu incompréhensible, des termes, du jargon, de tout le processus qui peut être très compliqué quand on n'y connaît rien. Et peut-être faire l'impasse de ça pour se concentrer que sur les personnages, sur les tourments, sur ce qui se passe, les bouleversements. Voilà. Donc c'est ça, je trouve, peut-être la différence avec la littérature, c'est que dans le cinéma, en fait, il faut mettre un peu de côté le côté médical un peu trop pointu. Il faut que ça existe, mais il y a un équilibre à trouver, en fait. Voilà. C'est pas un documentaire, voilà. Ce que je veux dire, c'est il y a une différence entre les documentaires et la fiction, voilà. Le documentaire, on peut se le permettre, mais dans le documentaire, c'est difficile de mettre une caméra H24 dans l'intimité d'un couple. La fiction, c'est son rôle, mais par contre, on doit un peu laisser de côté l'aspect médical, et voilà. C'est pas le plus important, en vrai, en fait. Voilà. Bon. Donc là, pour l'instant, il y a encore des recherches de financement pour justement avoir assez d'argent pour pouvoir voilà. Faire aboutir le projet. Notre objectif, c'est de tourner au printemps, donc on a différentes échéances en fait qui vont arriver là, et puis j'espère qu'on sera prêt pour tourner le film et qu'il soit le plus réussi possible, et qu'il ait la plus belle vie après en festival, qu'on puisse le présenter, qu'on puisse avoir des débats. Justement, c'est l'objectif, libérer la parole autour de tout ça, quoi. Voilà. Bon, merci. Alors, je rappelle aux spectateurs que s'ils ont des questions, ils peuvent les poser par écrit. Si vous allez tout en bas de votre écran, il y a un espace questions, réponses et un espace discussion, et vous pouvez écrire et on lira vos questions. Donc après, si je respecte l'ordre pas chronologique, mais alphabétique, c'est Priscilla Desbiol qui donc, a écrit un livre aussi récemment, le SOPK et l'infertilité, si on en parlait. Donc Priscilla, il faut que tu ouvres ton micro. Et puis C'est bon normalement. Bonjour à tous. Je vais vous partager un petit visuel que j'ai créé pour rendre la présentation un peu plus fluide. Hop, je vais partager mon écran. Je fais ça tout de suite. Est-ce que c'est bon pour vous ? Oui, c'est bon. Donc voilà, aujourd'hui, je vais vous parler du livre qui est sorti il y a un mois seulement, qui est sorti le 1er octobre et que j'ai mis un peu plus de 2 ans à écrire en partenariat avec mon gynécologue, Jonathan Cohen. Peut-être que certains en ont déjà entendu parler puisqu'il était intervenant à la Maison des Maternelles. Hop. Donc pour me présenter rapidement, donc moi j'ai 26 ans, je suis mariée et je suis maintenant maman d'un petit garçon de 14 mois, donc issu bien sûr, comme on en parle ce soir, de parcours PMA, un parcours que j'ai voulu retracer dans mon livre, mais aussi la maladie
de laquelle je souffre. Donc, dans la vie, je suis graphiste illustratrice et donc auteure avec ce livre tout récemment. Moi, je souffre comme une femme sur 7 des ovaires polykystiques. Moi, pour le coup, j'ai pas de pudeur là-dessus. Il n'y a pas de souci. J'en parle parce que c'est un sujet qu'il faut vraiment parler, qu'il faut décomplexer et qu'il faut sensibiliser, puisque c'est quand même une femme sur 7, c'est quasiment autant que l'endométriose. Et pour autant, on n'en entend pas parler. Et c'est donc pour ça que j'ai voulu aussi sortir ce livre. Donc voilà, j'ai l'envie de m'engager à la sensibilisation, non seulement de l'infertilité, mais aussi du SOPK. Donc rapidement, le SOPK, qu'est-ce que c'est? Donc le syndrome des ovaires polykystiques, donc c'est la maladie hormonale la plus fréquente chez les femmes qui arrivent en parcours PMA actuellement. Les 3 symptômes qui sont reconnus actuellement par les médecins, c'est des troubles d'ovulation, donc des cycles soit très courts ou soit très très longs, voire comme c'était mon cas, des ovaires polykystiques sévères et qui signifient en fait une absence de règles qui peut durer 1 année ou plus pour certaines. Ensuite, un signe, c'est aussi l'hyperandrogynie, avec une pilosité élevée, mais aussi des marqueurs sur les prises de sang qui peuvent être élevés au niveau de la testostérone notamment. Et enfin, au niveau de l'échographie, c'est des ovaires avec une multitude de follicules. Voilà, un petit rappel rapidement, puisque je pense qu'ici, il y a des gens qui viennent pour la PMA, mais qui ne connaissent pas forcément cette maladie. Et puis, c'est aussi le rôle que je me suis donné avec ce livre. Et donc, comment j'ai construit mon livre? Donc, en 5 parties. La première, c'est parlons-en. C'est vraiment les explications médicales. On revient sur les origines, les conséquences et vraiment comment le corps de la femme fonctionne ou dysfonctionne dans le cas des ovaires polykystiques. Ensuite, je me suis concentrée sur le désir d'enfant parce qu'il faut savoir que la plupart des femmes qui découvrent qu'elles ont cette maladie, elles le découvrent puisqu'elles arrivent en parcours PMA, elles ne comprennent pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Et c'est là qu'on voit qu'en fait, on a des ovaires polykystiques. Donc, dans cette partie, j'explique l'infertilité, qu'est-ce que c'est, comment elle est définie par l'INSERM notamment. Ensuite, le parcours PMA, toutes les étapes qui vont peut-être attendre les femmes qui ont découvert cette maladie. Et ensuite, les grossesses, parce qu'il faut savoir que cette maladie, elle pose des problèmes pour tomber enceinte, mais ensuite, elle donne aussi des grossesses à risque. Donc, j'ai envie d'informer aussi là-dessus, puisque tous les gynécologues, notamment, ne sont pas sensibilisés et laissent ensuite les femmes un peu, toutes une sage-femme, voilà, et on les laisse un peu tomber entre guillemets. Donc, moi, je voulais un peu revenir là-dessus. Ensuite, la troisième partie, et qui est une des plus importantes, en fait, c'est mon témoignage et les impacts psychologiques. Quelque chose où on n'en parle pas. J'ai fait pas mal de sondages et d'études. J'ai eu beaucoup de femmes qui m'ont dit, mais en fait, c'est bien, j'ai eu un bon médecin, etc. Mais il y avait personne avec qui je pouvais parler. Il n'y avait aucun suivi psychologique pendant ce parcours. Et moi, c'est ce qui m'a manqué. Moi aussi, de mon côté, c'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué. Et donc, dans mon témoignage, j'ai voulu aussi raconter, moi, mon histoire sans filtre du moment où j'ai commencé la PMA et j'ai eu mon diagnostic. J'ai décidé de rédiger un petit journal intime et c'est par la suite que j'ai décidé de l'intégrer dans ce livre. Et ensuite, 4e partie, des solutions pour aider les femmes, leur donner des clés. Attention, je le répète, je suis ni psy, ni médecin, etc. Mais j'ai essayé de compiler toutes les recherches scientifiques que j'ai pu faire sur le sujet et les aider au mieux dans cette maladie qui est encore trop peu connue et trop peu renseignée. Et à la fin, aller plus loin, donc toutes des lectures, des associations que l'on peut rencontrer pour parler de ces sujets-là. Quelles sont mes armes d'écriture, entre guillemets? Donc déjà, l'exactitude, c'était important pour moi, surtout au niveau de la maladie de ce côté, d'avoir des informations exactes et de ne pas donner des chiffres sortis de nulle part, etc. J'ai mis très longtemps à rechercher des articles scientifiques, notamment aux États-Unis et en Australie, sur lesquels ils sont vraiment en avance par rapport à chez nous en France. Et toujours en collaboration avec mon gynécologue qui, lui, pouvait m'expliquer les petites parties que j'avais du mal à comprendre peut-être parce que je viens pas d'un parcours scientifique à la base. Ensuite, c'était important pour moi de mettre un peu d'humour dans mon livre. En fait, tout au long du livre, il y a une petite voix, c'est moi en fait, qui apporte cette petite touche d'humour parce que la PMA, c'est pas un sujet facile. L'infertilité, quand ça nous tombe dessus, Salomé l'a vraiment très bien expliqué.
c'est comme un camion qui nous passe dessus. On est perdu, on a envie de pleurer. D'un côté, on est contente parce qu'il y a des solutions, mais enfin, vraiment, on ne sait pas où on en est. Et moi, je voulais pas un livre qui donne des chiffres, qui explique des choses et qui nous laisse un peu tomber. Moi, je voulais vraiment accompagner les femmes surtout les faire rire en fait. Et donc les émotions aussi, puisque j'apporte des témoignages un peu toutes les histoires qui peuvent arriver. J'ai pas repris tous les témoignages que j'ai reçus parce que j'en aurais eu beaucoup trop, mais j'ai essayé d'en prendre un peu de tout genre, entre guillemets. Et ensuite, la fluidité, parce que vu que je suis illustratrice aussi dans la vie, j'ai voulu apporter une touche un peu plus sympathique en mettant quelques illustrations. Et donc, mon but, c'est vraiment d'aider les femmes qui sont atteintes des ovaires polykystiques, puisque moi, je me suis concentrée là-dedans, les aider dans leur parcours, mais aussi dans leur maladie, parce qu'en fait, une fois qu'on tombe enceinte, c'est super, mais la maladie, elle est toujours là, elle s'en va pas avec la grossesse, elle s'en va pas avec l'accouchement, donc c'est quelque chose qui est permanent et sur lequel vraiment j'ai envie de les accompagner. Donc mes projets, après ce livre, j'en ai encore pas mal. J'aimerais lancer un accompagnement psychologique pour les couples en PMA et peut-être plus sur les ovaires polykystiques parce que c'est plus un domaine que je connais. Je suis en train d'écrire et d'illustrer un livre pour enfants pour leur expliquer le parcours PMA et les ovaires polykystiques. Et j'ai pour projet aussi de créer une application sur les ovaires polykystiques pour accompagner au quotidien les femmes dans cette maladie et pourquoi pas dans leur parcours aussi. Voilà, j'espère que j'ai été complète et que je n'ai pas pris trop de temps. Non. Je répondrai avec plaisir à toutes les questions et j'ai aussi beaucoup de plaisir à recevoir vos témoignages et à répondre aux questions des femmes qui se posent des interrogations sur le sujet. Merci Priscilla. Merci à vous. Alors après, c'est Sylvain. Bonsoir. Bonsoir Sylvain. Toi, tu es photographe. Alors, tout à fait. Je suis photographe installé en région parisienne. Je collabore avec l'agence photographique d'Alan Image. On est un petit groupe d'amis qui ont décidé de s'associer autour du reportage documentaire que nous apprécions faire. Et donc, alors moi, j'étais sensibilisé, j'étais conscient que l'infertilité pouvait nous tomber dessus depuis avant d'avoir le projet parental. Et il s'est avéré que lorsque, comme l'a dit Salomé tout à l'heure, ça nous est tombé dessus avec ma compagne, ça a définitivement motivé mon envie de travailler sur la question en photo. Et c'est pour ça que j'avais contacté le collectif BAMP, parce que j'avais à cœur de connaître d'avoir les récits, d'avoir des échanges avec les gens touchés et de photographiquement retranscrire en fait ces parcours, les montagnes russes émotionnelles, et de ne pas partir dans des directions un peu trop alambiquées. Donc voilà, ça c'était le point de départ. Donc sur l'AMP, j'ai deux démarches. J'ai une première démarche où en fait j'accompagne au quotidien des personnes dans leur parcours. Alors quand je dis au quotidien, c'est dans leur intimité, chez eux, en famille. Toutes les occasions pour moi sont intéressantes. Et je m'intéresse évidemment à l'aspect médical. Je les accompagne sur les nombreux rendez-vous médicaux. J'ai eu par exemple la possibilité d'être présent pendant ponction, transfert et au final également aux accouchements. Donc ça, c'est une première démarche que j'ai depuis septembre 2016. J'ai pu accompagner des personnes qui étaient suivies par la PHP Antoine Desclercq à Clamart. Pour moi, ce travail, en fait, c'est le fondement d'une sensibilisation que permet de faire la photographie.
Je pense notamment à une exposition ou la publication d'un livre à venir. Je pense que c'est vraiment le sens de notre travail de photographe. Ça, c'est la première démarche au long cours. Et après, à l'occasion d'une rencontre avec le collectif BAMP, en fait, il m'est tombé dessus, je le dis comme ça, parce que c'est vraiment le cas. Pendant la discussion, alors je ne sais plus qui en avait parlé, mais quelqu'un dit ah, mais toi aussi, tu as ta chambre bleue. Et qu'est-ce que tu fais avec ta chambre bleue, etc. Et là, j'entends le terme de chambre bleue et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que... Enfin, expliquez-moi. En fait, la chambre bleue, c'est la pièce qui est dédiée à devenir la future chambre. Et je me suis rendu compte que, à travers les photos que je vais vous montrer, les personnes s'approprient cette pièce de tout un tas de manières possibles. Donc, je pense que le mieux, c'est que je commence à vous montrer les photos. Alors, c'est un extrait. Donc ça, c'est les chambres que Oui. tu as pu filmer chez des gens en parcours d'AMP Tout à fait. qui attendent un enfant et qui ont des espaces vides comme ça dans leur maison, enfin des espaces plus ou moins vides. Plus ou moins vides. Plus ou moins rangés. Tout à fait. Plus ou moins aménagés ou pas, comme vous pouvez le voir ici. Bon, c'était en travaux, il n'y a pas de sol. Enfin, c'est brut. Alors, la bonne nouvelle sur celle-là, c'est que, d'ailleurs, c'était une référente BAMP. Le petit est arrivé, donc ça c'était chouette, mais c'était vraiment au début de la grossesse. Alors, quand je m'intéresse à l'AMP, je ne m'intéresse pas uniquement aux couples hétéros. J'accompagne aussi des femmes seules, des mamans solo, comme on dit. Et j'ai aussi à cœur de faire le même type de suivi au long cours avec un couple de femmes. Ça, c'est dans les projets en cours. Et là, par exemple, on est à Paris, chez Laura, si je ne dis pas de bêtises. Et elle, c'est une maman solo qui était dans un parcours pour son projet parental. Là, on est à Caen, donc pas très loin de chez toi, Virginie. Et d'ailleurs, c'était à l'occasion d'un week-end où j'avais fait le déplacement uniquement pour photographier des chambres bleues en Normandie. Là, comme on peut le voir, il suffirait que dans le couloir, la porte s'ouvre avec un bébé dans les bras et en fait, la pièce est déjà préparée. Ça permet de voir le contraste qu'on peut avoir chez les uns et chez les autres. À ma connaissance, il n'y a toujours pas malheureusement de bébé dans cette pièce. Là, on revient à Paris. Bon, là, pareil, même constat que précédemment. Et malheureusement, ce que je sais, ce n'est toujours pas fait. Bon, ben là, on a la définition des travaux. Ça, c'est la dernière photo que j'ai fait. C'est vrai que ces derniers temps, avec la crise sanitaire, j'ai été pas mal empêché d'avancer dans ce travail. Mais là, maintenant, les travaux doivent être finis et je pense que le bébé est là. À Paris, chez une maman solo qui est maman depuis fin septembre. Chez Juline, du collectif BAMP, qui est maman depuis quelques mois. Là, on est chez Lucie et Marc, un des couples que j'ai accompagnés dans leur parcours d'AMP. C'est le premier couple avec qui j'ai commencé à collaborer, donc j'étais assez attaché à eux et ils ont eu la chance de réussir
leur combat. Donc maintenant, c'est une chambre des bébés. Là, on a l'étondoir pour le linge, une pièce qui fait bureau, et on a 2 enfants maintenant ici. Là, on passe dans les Ardennes. À ma connaissance, la chambre est toujours vide. Mais bon, j'ai bon espoir que ça évolue. Chez Nadège et Vincent, pareil, un des couples que j'ai accompagné et qui malheureusement, ils ont laissé tomber faute de succès. Là, c'est intéressant parce que, en fait, c'était chez des amis d'enfance. Et en fait, il se trouve que je sais pas pourquoi, mais chez eux, je sentais que ça ne fonctionnait pas. Et en fait, il s'est avéré comme ils savaient que je travaillais sur le sujet, ils m'en ont parlé en fait pour me poser des questions, savoir un petit peu comment ça pouvait fonctionner, etc. Et là, c'était là, j'avais un lien très très direct, très intime avec ce couple. Et là, pour terminer ma sélection d'images, là, on est à Tours. Et donc, chez ce couple, en fait, ils s'interdisent pas complètement, mais en fait, c'est une pièce qui est au dernier étage chez eux et c'est un lieu où ils évitent d'aller, malheureusement. Oui, parce que ce qui est intéressant dans ce travail-là, c'est les images, mais ce qui va avec, l'histoire qui va avec. Et des fois, tu peux avoir des espaces très aménagés déjà sur un potentiel bébé, alors que le parcours d'AMP est très long, que les choses sont très incertaines. Et puis d'autres endroits qui sont un peu plus en bazar, mais finalement, le bébé va venir rapidement. Mais on a tous eu dans nos histoires cette pièce qu'on espérait remplir très vite et qui, en fait, dans cette situation, ne se remplit vraiment pas très vite. Et donc, il y a une espèce de pièce comme ça qui reste un peu un espace compliqué. Donc ça, c'est une démarche très différente de ce que je peux faire avec le reportage au long cours. Mais je pense que c'est des démarches complémentaires. Et donc, je profite de l'occasion qui m'est donnée ce soir pour lancer un appel à participation pour les gens qui sont présents. Si d'aventure vous trouvez cette série La Chambre Bleue pertinente, je serais ravi de pouvoir collaborer avec vous et de peut-être venir à votre rencontre et intégrer la pièce à ma série. Donc n'hésitez pas à me contacter directement ou via le collectif BAMP et je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous remercie. Merci Sylvain. Donc maintenant, on va demander à Mathilde Lemiels de nous présenter son travail. Donc là, c'est un travail sur un sujet qui est universel parce que ça touche des femmes qui peuvent à un moment donné être enceintes et perdre l'enfant. Et donc toi, tu travailles sur quelque chose que, moi, je trouve superbe, des dessins superbes qui sont très, très impactants. Et donc, tu as aussi essayé de montrer que la fausse couche, finalement, elle n'a rien de faux et qu'elle est bien réelle et qu'il faut pouvoir en parler autrement et faire que ça soit considéré comme autre chose qu'un espèce de secret, d'un tabou qu'on ne peut pas évoquer. Et donc, je trouve que ton travail est très intéressant à ce niveau-là. Merci. Du coup, je me présente, je m'appelle... Vous m'entendez, c'est bon ? Oui. Oui. Je me présente, du coup, je suis Mathilde Lemiels et je viens de sortir une BD, du coup, qui s'appelle « Mais presque rien » sur
sur la fausse couche et qui est un récit pour le coup complètement autobiographique sur mon parcours pour devenir mère. Moi, j'ai fait 4 fausses couches avant d'avoir ma fille. Et du coup, entre le désir d'avoir un enfant et le début des essais et la naissance de ma fille, il s'est passé presque 3 ans. Voilà. Est-ce que tu as des visuels à montrer ou je montre celui que je n'ai absolument Alors, je vais montrer aucun visuel. Je peux... Désolée. Non, mais je vais montrer. Je peux peut-être en trouver dans mon ordinateur. Juste que j'arrive à... Donc, en fait, c'est un travail que tu fais sur... les dessins sont en noir et blanc ou du rouge, où il y a du rouge aussi. Voilà. Un peu de rouge. Ça, c'est la couverture. Ouais, ça, c'est surtout... Voilà. Ça, c'est la couverture de mon livre. J'aurais dû préparer des trucs. J'avoue que j'ai pas pensé à préparer. Je peux partager des images. Donc, je vais essayer de faire ça. Tout en parlant avec vous, ça sera vachement plus simple. Donc, du coup, voilà. Moi, ce livre, il est... ma fille est née en 2017. Donc, j'ai commencé vraiment à dessiner en 2016. Et moi, pour le coup, c'est vraiment... À la base, je fais un parcours artistique et c'est vraiment venu comme un... Comment dire, j'ai envie de dire comme une envie de pisser, comme une envie de vomir et de sortir tout ce que j'avais à l'intérieur, tout ce que je vivais qui commençait vraiment à être complètement invivable. Du coup, j'ai commencé à écrire après ma troisième grossesse arrêtée. Et voilà, au début, je le faisais essentiellement que pour moi. C'était vraiment quelque chose qui était comme un journal intime. Et puis, au fur et à mesure, je me suis dit pourquoi ne pas essayer d'en faire quelque chose. Et du coup, j'ai fait un blog qui s'appelait Mais presque rien aussi. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé quelques pages. Je vais pouvoir en partager quelques-unes. Et puis maintenant, tu as aussi un compte Instagram. Pardon, je suis désolée. Voilà. J'ai un compte Instagram qui est effectivement... voilà. Qui est effectivement... désolée, qui est effectivement très... en fait, le compte Instagram, à la base, j'avais pas du tout de compte Instagram. Je l'ai créé en 2000, 2 ans après l'ouverture de mon blog, 1 an après la naissance de ma fille, 2018. Et en fait, j'ai très rapidement eu beaucoup de retours. J'ai eu beaucoup de messages. Là, je suis beaucoup de personnes et je reçois quotidiennement des messages des personnes qui m'envoient leur histoire de fausse couche. Parce qu'il faut savoir que ça touche quand même près d'une femme sur 4 et c'est en France, on en compte à peu près, il y en aurait près de 200 000 par an en France, ce qui est quand même un chiffre énorme. Et moi, je suis assez atterrée de la solitude dans laquelle toutes ces femmes et ces couples, de manière générale, se trouvent en fait face à la fausse couche, parce qu'il y a quasiment pas en fait de suivi. C'est souvent traité comme de grosses règles, on va dire. C'est souvent ce qu'on nous dit quand on vit ça, et on passe à autre chose. C'est pas grave, c'est rien, c'est banalisé, c'est minimisé. Vaut mieux ça qu'un handicapé. Enfin voilà, moi, c'est toutes les phrases que j'ai entendues tout au long de mon parcours. Et moi, ça me tient à cœur de dire que non, en fait, c'est pas que ça. C'est un rêve qui s'éteint. C'est plein de choses dont il faut parler en fait. Et voilà. Et du coup, moi, à côté
allez-y. Non, mais est-ce que tu as des images à nous montrer ou pas? Alors, du coup, j'ai arrêté de chercher, mais j'arrivais. En fait, je trouve que ouais, mais en fait, j'arrivais pas à parler et en même temps à chercher mes images. Donc là, elles sont en train de charger. Moi, je peux parler pendant que tu cherches tes images et je peux dire que... Ouais, je veux bien. Je trouve que ton travail, en tous les cas, moi, ce que j'en vois sur Instagram, c'est des images très claires qui, tout de suite, on comprend l'émotion à travers le dessin. Alors, il y a aussi des questions et tout ça, où il y a des bulles qui font un peu tout le chemin de la pensée, en fait. Et je trouve que c'est comment dire, que c'est fluide et tout de suite, on comprend ce que le dessin veut dire. Et je trouve que ça, c'est très fort parce que voilà, même quand il n'y a pas de texte, finalement, on voit l'émotion, on comprend ce que tu as voulu faire passer à travers ton dessin. Ça marche là? Oui. Super. Alors j'ai mis quelques images, elles sont pas forcément dans le bon ordre, mais ça c'est ma BD que je montre, c'est pas ce qu'il y a sur mon compte Instagram en fait. Et du coup, moi, pour le coup, on va dire que je me suis entièrement mise à nu dans tous les sens du terme, hein, comme disait la première Salomé. Du coup, avec son livre Peau de pêche, hein, clairement, je suis, voilà, comme on voit sur l'image, hein, c'est vraiment, je peux pas être plus mise à nu que ça. Mais parce que ça me tenait à cœur aussi de montrer comment ça se passe vraiment, en fait, parce que moi, j'ai l'impression d'avoir tout pris dans la tronche. Voilà, les échographies endovaginales, qu'est-ce que c'est? J'en ai pris, je sais pas combien, dans ces années-là, j'en avais eu plein entre les examens à passer, toutes les grossesses les unes à la suite des autres. Et puis, et voilà, donc ça me tenait à cœur de parler de vraiment décrire en fait qu'est-ce qui se passe vraiment dans ton corps. Donc j'ai essayé de faire des choses un peu aussi didactiques. Voilà. Donc plus didactique, d'expliquer en fait avec des mots très simples qu'est-ce qui se passe dans le corps, qu'est-ce que c'est. Après il y a d'autres pages que je n'ai pas forcément mis, mais où j'explique ce que c'est qu'une fausse couche. Du coup, une fausse couche, c'est un arrêt de la grossesse avant 22 semaines. Moi, dans mon livre, je ne parle que des fausses couches du premier trimestre parce que c'est la seule chose que j'ai vécue, donc je parle de ce que je connais. Et voilà, je vais mettre d'autres pages, mais voilà, enfin, j'ai à cœur, moi, de faire connaître autant ce qui se passe dans la tête que ce qui se passe dans le corps. Et voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et je pense que là, avec tout ce que tu publies sur ton compte Instagram, ouais. Et cette BD, je pense que tu dois avoir beaucoup de retours et de femmes qui trouvent. Oui, énormément. Des fois, c'est un peu difficile parce que comme je ne sais plus comment s'appelle l'autrice du SOPK, Parlons-en, moi, je ne suis pas médecin et je ne suis pas psychologue. Donc, du coup, c'est un peu... Après, voilà, ça montre bien à quel point, en fait, c'est un besoin de parole qui n'est pas du tout assouvi et qui n'est pas du tout écouté. Et je sais que moi, c'est quelque chose que j'essaye aussi de changer dans ma vie. Moi, je suis allée voir... Après, quand je vivais tout ça, je me disais, il faut faire quelque chose en fait pour ne plus être dans cette solitude. J'ai l'impression qu'il est partagé autant par les personnes qui font des fausses couches, qui ne sont pas forcément dans un circuit PMA, que les personnes qui sont en PMA. Enfin, il y a une espèce de silence un petit peu étouffant et une solitude du coup qui a besoin d'être déversée quelque part, on va dire. Et du coup, voilà, moi, j'ai proposé des groupes de parole avec un lieu d'accueil à côté de chez moi. Ça s'appelle l'école des parents. Et du coup, c'est en train de se mettre en place. Et on a surtout, avant, on a créé un fascicule, en fait, pour distribuer dans les cabinets des sages-femmes, les gynécologues,
les plannings familiales, enfin des lieux en fait des lieux de, je sais pas, d'échange et de partage autour de la santé, du bien-être, de la psychologie, etc. pour des femmes et des couples qui peuvent traverser cette épreuve. Donc là, le fascicule, c'est autre chose. Ça fait d'un côté un fascicule d'information. C'est autre chose. Voilà, qui est distribué gratuitement normalement, qui est en train. Là, il a été imprimé il y a pas très longtemps. Donc du coup, je vais juste aller en chercher un. Désolée, je suis vraiment très très organisée. Je peux peut-être. Comment je fais pour enlever l'image? Alors, pour enlever, tu vas. Voilà. Alors, c'est à l'envers, non? Non, c'est bon là. C'est bon? Oui. Moi, je me vois à l'envers, mais je pense que c'est normal. Et donc voilà, en fait, c'est juste un fascicule qui explique qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on peut ressentir, comment les causes des fausses couches, les ressources, qu'est-ce qui fait après, les mots qui font du bien, les mots qui font du mal, etc. Et qui, du coup, voilà, aboutira, j'espère en tout cas, là, moi j'habite à Toulouse, donc on est en train d'essayer de le distribuer dans les maternités, aux urgences, gynécologiques, etc., pour que voilà, que les femmes à qui ça arrive ne repartent pas sans rien, ce qui est souvent le cas. Sans rien littéralement, parce que voilà, moi je sais que j'ai même pas eu d'arrêt maladie quand j'ai fait ma fausse couche, donc du coup voilà, je pense qu'il y a vraiment un vide assez sidéral à ce sujet. Et du coup, je suis en train aussi de travailler avec une députée, Paula Fortaza, et l'autrice du livre, Judith Aquin, sur 3 mois sous silence, les débuts de les 3 premiers mois de la grossesse sous silence. Je sais plus le nom exact, je suis désolée si elle regarde un jour. Mais et du coup, pour proposer des nouvelles lois en fait sur ce début de grossesse et ces 3 premiers mois qui sont en général dans un silence total. Enfin voilà, on parle pas, on n'est pas qu'on est enceinte, il n'y a pas aucune considération. Enfin voilà, c'est comme si tout était normal et on doit cacher, on doit rien dire, on doit cacher autant du coup tous les symptômes qu'on peut avoir que si on perd la grossesse, on le garde pour nous et personne ne le sait quoi. Voilà. Donc je pense que j'ai un peu fait à peu près le tour de ce que je veux, et de ce que je fais. Voilà. Bon merci Mathilde. C'est tout, je crois. Merci. Avec plaisir. C'est très intéressant. Et alors, on a fait le tour. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que vous-même, entre vous, vous avez des questions Et là, est-ce que vous m'entendez? Ah bah oui, là, on t'entend là. Voilà, bon, super. C'est vraiment, j'ai un problème d'écouteur, désolée. Alors non, il n'y a pas de question, mais par contre, on a plus un commentaire et une remarque qui a été faite donc à l'intention de Sylvain Demange. C'est un remerciement, c'est Claire qui vous dit merci parce qu'elle a une chambre chez elle qui n'est pas utilisée et qu'elle a voulu transformer en atelier pour travailler, mais que voilà, cette pièce reste toujours vide et la créativité ne vient pas dans ce qui est normalement cet atelier. Sa maman lui a dit qu'elle était peut-être folle de laisser cette pièce comme ça, et donc grâce à vous, elle se sent beaucoup mieux. Donc elle vous remercie, elle se sent légitimée, suite à votre remarque et suite à votre travail. Voilà, preuve que c'est important et en tout cas, voilà, elle souhaitait vous remercier, mais sinon, pas de questions pour le moment, mais ça va peut-être venir. Moi, j'ai une question pour tout le monde, mais je trouve que ce qui ressort de ce que vous avez dit les uns et les autres, c'est vraiment cette question du silence et de la solitude et des choses qu'il faut cacher. Et je me dis, comment est-ce qu'on peut... Alors, c'est pas que je me dis comment est-ce qu'on peut, c'est que je me dis, en fait, tout ce que vous faites les uns et les autres, ça permet d'aller un peu à l'encontre de ça, d'essayer de faire sortir, de faire exister le sujet en dehors de l'intimité et de l'intimité des couples ou des cercles, par exemple dans les groupes de parole de telle ou telle association, mais que vraiment la société se dise, oui, mais il y a aussi un peu tout ce qui se passe comme ça dans les 3 premiers mois de la grossesse ou dans les difficultés que les gens en parcours d'AMP rencontrent. Et je continue à me demander pourquoi est-ce qu'en 2021, on est encore confronté à ces questions du tabou, du secret, il ne faut pas montrer les choses qui vont mal ou qui expriment de la souffrance. Voilà.
Par réflexion, je ne sais pas si ça vous inspire quelque chose. Moi, je me disais que, en tout cas, il y a eu une vraie étape pour moi entre le moment où j'en parlais pas et le moment où je me suis mise à en parler, y compris dans des dîners avec des amis, ou y compris avec ma belle famille ou ma famille, et de manière presque systématique. C'est-à-dire qu'il y avait une telle inadéquation entre ce qu'on percevait, en plus d'une vie professionnelle très active, où je faisais plein de choses, où les gens me disaient « tu as vraiment tout pour être heureuse, quelle chance tu as, tout ce que tu touches se transforme en or », et où moi je savais que la réalité des faits était quand même beaucoup plus violente que ça, et que c'était tout à fait possible d'aller à un dîner et de se brosser les cheveux, de se mettre du rouge à lèvres et des chaussures à talons, et de rentrer chez soi et d'être extrêmement triste avec son compagnon, et de devoir se relever le matin et aller travailler sans qu'il n'y ait aucune trace de ça. Et les premiers mois, voire les premières années, je pense qu'on le gardait beaucoup pour nous. Et puis petit à petit, je me suis mise à en parler presque comme une provocation aussi, à certains moments, enfin vraiment l'envie de mettre les pieds dans le plat et de le dire, de le montrer. Et tout l'enjeu était de le faire de manière suffisamment ferme et suffisamment claire, et en même temps, sans que ce soit plombant. Sans gâcher un dîner forcément en racontant telle fausse couche, tel échec, telle piqûre, ou justement, je sais plus, je me souviens que pour mes 30 ans par exemple, ça a peut-être été un tournant d'ailleurs, le soir de mes 30 ans, on avait organisé une fête, et effectivement on s'est éclipsé à un moment donné avec mon compagnon parce qu'il y avait un réveil qui sonnait à telle heure pour faire la piqûre, pour déclencher avant la ponction, qui avait lieu le matin même de mes 30 ans, donc le lendemain, ou le surlendemain, je ne sais plus exactement. Et tout le monde se regardait en rigolant sur le thème de « ah là là, ce couple qui va dans les toilettes pour s'embrasser ». Or, la réalité était un petit peu plus complexe. Et je trouvais au fur et à mesure de situations comme celle-ci que c'était vraiment important de commencer à dire et de voir, c'est là où on voit aussi les réactions des gens qui changent, le regard des gens qui changent, et en fait en bien, pas du tout de manière fragilisante ou à quelques exceptions près. En fait, on arrive à faire un peu bouger les lignes comme ça, où souvent on a peur d'apparaître trop fragile, d'être un peu humilié parce qu'on est dans ce parcours-là, ou d'être un peu honteux, mais au contraire, généralement, que ce soit les fausses couches, que ce soit le parcours, que ce soit la question du don, que ce soit... En fait, les gens sont totalement OK pour en parler, commencent à raconter eux aussi leurs propres douleurs, leurs propres violences, leurs propres difficultés. Et c'est là où je trouve qu'on passe un cap dans l'acceptation de la situation, quand on se sent moins seul et qu'on a l'impression d'être vraiment entouré par d'autres couples, et aussi arrêter de survaloriser les gens chez qui on va. C'est-à-dire que généralement, quand on va, je sais pas, dîner chez des amis ou des gens qu'on connaît pas très bien, et qu'on est soi-même dans un parcours aussi douloureux, on se dit mais décidément quelle chance ils ont, je suis le seul, la seule, nous sommes les seuls à rentrer chez nous sans enfants. Et en fait, peut-être qu'en creusant un peu, on s'aperçoit que quelques années avant, ils ont vécu ça aussi, ou autre chose, ou différemment, ou qu'ils ont d'autres problèmes aussi, qui peuvent être parfois aussi douloureux, qu'il y a des histoires de maladies qui n'ont rien à voir avec le fait d'avoir un enfant, mais qui plombent leur histoire, leur quotidien. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi, quand on arrive à faire ça, même si c'est pas facile, et quand on arrive à libérer la parole, comme j'ai l'impression que vous le faites tous dans ce webinaire, et je trouve qu'il y a un cercle vertueux qui se crée, et qu'on peut aller, j'imagine, beaucoup plus loin encore en la matière. Thomas. Vas-y, Guillaume. Je suis assez d'accord avec ça. Moi, je pense que c'est... Il y a une vraie méconnaissance, en fait, du sujet. On en parle... On commence à en parler, donc je pense que ça va se libérer. Mais en fait, je crois que quand on est en face de soi, même des amis qui font un parcours de PMA, on ne sait pas quoi dire, quoi. On ne sait pas quoi dire. Et quand on est dans le tourbillon du process, moi je l'ai vécu pendant 6 ans,
On n'a pas, en fait, on le garde pour soi. En fait, je sais pas. Moi, j'ai jamais eu envie de partager parce que d'abord, c'est beaucoup de déception. En fait, quand on est dedans, je sais pas. C'est après coup. C'est après qu'on a besoin d'aide, qu'on a besoin d'en parler, qu'on a besoin de se relever, qu'on a besoin de trouver quand on n'y arrive pas, qu'on a besoin de trouver du sens à sa vie, tout simplement. Mais en fait. Oui, il faut libérer la parole. Il y a beaucoup de méconnaissances. Alors, c'est comme, je parlais tout à l'heure de maladie. Parfois, on est très maladroit, en fait. Très, très maladroit. On dit des bêtises, on dit des choses convenues aux gens et qui peuvent faire mal aussi. Donc la seule façon, en fait, d'avancer là-dessus, c'est qu'on en parle. Et ce qu'on fait, nous, là, actuellement, et ce que vous faites, vous, avec l'association depuis des années, c'est d'en parler. C'est la seule, à mon avis, une façon que ça se passe mieux, en fait, quoi. Voilà. Alors, moi, je fais toujours le parallèle sur ce qui se passe pour les femmes qui arrivent à être enceintes et avec le milieu professionnel. Je trouve que ça reste encore aujourd'hui compliqué, cette histoire d'être enceinte alors qu'on travaille. Soit parce qu'on se dit je vais être enceinte, donc je ne vais pas avoir la promotion, soit je vais être mal vue parce que ça va être un problème. La grossesse, aujourd'hui encore, c'est quand même vécu dans plein de contextes professionnels comme un problème. Alors, quand on est en amont de la grossesse, c'est encore pire parce qu'on n'a pas toutes ces choses un peu positives qui sont quand même associées à la grossesse. Mais, je pense qu'il y a voilà, le fait que vous fassiez les uns et les autres des choses, des créations diverses, ça peut permettre de faire que la société porte un regard différent sur qu'est-ce que c'est qu'être des humains qui essayent d'avoir des enfants, et qu'est-ce que c'est que d'être des humains qui n'arrivent pas à avoir des enfants ou qui sont dans des problématiques de fausses couches et tout ça. Et je pense qu'il faut qu'on arrive tous ensemble à faire bouger les lignes. Et je pense que là-dessus, on n'est pas tous égaux parce qu'en fait, en fonction de notre personnalité, on n'est pas tous prêts, on n'a pas tous envie en fait de parler du parcours dans lequel on est. Et c'est que moi, dans mon livre, je le disais, vous faites comme vous le sentez. Si vous n'avez pas envie d'en parler, si c'est quelque chose qui vous appartient qu'à vous, ça vous appartient. Mais si vous voulez en parler, n'hésitez pas. Moi, à l'inverse, j'avais beaucoup besoin d'en parler. J'en parlais à tout le monde avec les détails parce que j'avais vraiment besoin que ça soit réel pour eux et qu'ils voient ce qui se passait. Moi, mes piqûres, je le faisais devant ma famille. Ils savaient pourquoi je le faisais et c'était important. Mais après, c'est en fonction de chacun. On n'est pas tous égaux là-dessus. On n'a pas tous forcément envie. Bon. Est-ce que Mathilde, tu voulais redire quelque chose? Ou Sylvain? Non, je suis assez d'accord avec ce que disait Priscilla dans sa dernière remarque, du coup, on n'est pas... effectivement, c'est bien, si on a envie d'en parler, mais qu'en fait, c'est pas une obligation. Il ne faut pas que ça devienne une nouvelle injonction absolue où justement, il faut en parler, etc., etc. Je pense que c'est un sujet qui est quand même très intime et qu'il faut c'est autant les fausses couches que la PMA, et c'est un sujet, je pense qu'il faut être bien dans... Enfin voilà, il faut avoir du courage pour pouvoir le dire, et du coup, j'ai l'impression en tout cas que souvent, c'est des choses qui peuvent se faire pendant, mais qui se font aussi après, voilà, qu'il y a peut-être besoin des moments de poser un petit peu. Enfin, moi, je sais, quand j'étais en plein dedans, j'en parlais pas. Hein. C'est après que j'ai vraiment commencé à en parler. Mais c'est mon histoire à moi. Toutes sont différentes. Voilà. Juste, je rebondis par rapport à ce que tu dis, Mathilde. Quand je disais, moi, en parler, c'est pas dans le cadre personnel, c'est par l'art, justement. Je crois que l'art, la littérature, la BD, le cinéma, tout, si on s'en empare, justement, ça va faire avancer ce sujet de société, pardon. Donc, c'est dans ce sens-là que je disais qu'il fallait en parler, en fait. Voilà. Je suis très d'accord. Pour rebondir, je suis tout à fait d'accord.
Ça rejoint un peu, Virginie, aussi qui est un des axes de l'association, qui est de réussir aussi à éduquer quelque part à l'infertilité, c'est-à-dire que la sphère culturelle, elle est bien sûr nécessaire, mais derrière ça, c'est aussi toute une éducation qu'il y a à faire sur plusieurs plans, mais une éducation à l'infertilité aussi qui est au cœur de notre association aussi. Vous verrez d'ailleurs qu'il y a un grand article qui sort demain dans Le Monde sur le sujet et qui montre, le thème de l'article, c'est le fait que l'infertilité commence à devenir un sujet de société un peu plus connu. Et Virginie est d'ailleurs interviewée dedans. Mais effectivement, je trouve que le fait d'en parler, ça ne veut pas forcément dire parler de soi. Ça peut être de parler des autres sujets de manière générale. En tout cas, quand on voit, et j'imagine que vous avez tous ça aussi, quand on voit la façon dont les gens nous écrivent, que ce soit dans le cadre associatif ou dans le cadre de création, pour dire merci de mettre des mots sur le silence. Et j'imagine que c'est pareil, merci de mettre des images là où il n'y en a pas. Merci de mettre de l'humour là où les gens n'osent pas rire, etc. C'est là où on se dit que parfois il faut prendre sur soi et le faire parce que ce silence-là qui a longtemps existé pour d'autres sujets comme l'avortement par exemple, c'est aussi ça qui fait que notamment les femmes peuvent souffrir, c'est la double peine, quoi. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde doit le faire ou tout le monde doit le faire de la même façon, ça c'est sûr. Et justement, nous, on a une de nos bénévoles qui s'appelle Lise et Anne, qui est sur la région de Nice et qui organise là, pendant la semaine avec un atelier, un atelier qui présente des œuvres de différents artistes. Donc, c'est plutôt des peintres et il y a aussi des photographes. Et donc là, pendant toute la semaine, ils ont fait des créations. On les a partagées là sur nos réseaux sociaux et il y a une exposition qui est prévue pendant la semaine et un vernissage. Et ça, pour moi, je trouve que c'est une action qui est très intéressante parce que ça permet justement que d'autres personnes qui ne sont pas concernées par le sujet s'emparent à travers leur espace de création. Donc, il y a des peintres, des aquarelles, enfin, il y a plein d'artistes différents. Et moi, je trouve cette proposition-là vraiment, vraiment bien. Parce qu'on sort vraiment du cercle des personnes infertiles. Et l'objectif, c'était comment ce groupe d'artistes va interpréter à sa manière la question de l'infertilité. Donc, ça va être exposé à Nice. Et peut-être qu'on aura des photos ou des images ou un petit film qui sera fait. Et je vous invite à aller le regarder parce que ce qui a été proposé là depuis déjà une semaine, je trouve ça très intéressant. Je vous remercie tous pour nous avoir accordé ce temps et puis pour la présentation de ce que vous faites les uns et les autres. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Merci à vous.